Bienvenue à tous et à toutes. Monsieur le député, bienvenue. Monsieur le sénateur, monsieur le conseiller régional, monsieur le premier vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, mesdames et messieurs les présidents de communautés de communes, mesdames et messieurs les maires, les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprise, représentants d'associations, mesdames et messieurs, en vos diverses qualités, c'est avec beaucoup de joie que je vous accueille à nouveau cette année, accompagné, pour ceux qui ont pu se joindre à nous, des vice-présidents, membres de bureaux et conseillers communautaires qui représentent vos 54 communes de notre communauté de communes Retz-en-Valois. La vie de la collectivité est constituée de différentes étapes et, cette année, le renouvellement des conseils municipaux en sera une nouvelle, bien entendu. Néanmoins, le service donné aux administrés doit se poursuivre avec la même qualité, le même objectif de répondre à l'intérêt général sans que la période électorale ne vienne le perturber. La CCRV entame sa 4e année. Elle a su s'approprier pleinement les compétences qui ont été définies les 2 premières années de sa création. Parmi celles-ci, les compétences obligatoires. La communauté de communes doit s'attacher à aménager et proposer une vision partagée de l'espace communautaire. Elle a mené au cours de ces dernières années un long travail nécessaire à l'élaboration du plan local intercommunal, le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Nous venons de passer à l'étape de l'enquête publique, au cours de laquelle les administrés ont pu s'exprimer sur le projet arrêté par les conseillers communautaires. Son approbation sera proposée fin février. Vos élus se sont attachés à pérenniser l'identité de leur bassin de vie, en respectant son environnement naturel et ses paysages, en s'assurant d'un bon niveau d'équipement, en cherchant à favoriser l'offre de logements et à conserver un habitat de qualité. En parallèle, l'ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la Ferté-Milon a fait l'objet d'un très long travail avec les élus de la commune. Elle devrait se traduire par une approbation prochaine également. Le pôle aménagement du territoire de notre collectivité a été structuré pour avancer sur ces différentes thématiques. Il est appelé à devenir l'unique service d'instruction des autorisations d'urbanisme des 54 communes. Depuis sa création, la communauté de communes a également veillé à développer une bonne dynamique en termes de développement économique. Deuxième compétence obligatoire. Nous nous sommes attachés à mettre en place le schéma de développement économique, le SDE, qui a été élaboré en 2018. Ainsi, les rencontres interentreprises ont été créées, tantôt pour proposer des conférences thématiques, tantôt pour favoriser les échanges entre elles. La première Foire Expo, qui s'est tenue en 2018, a été un succès. Elle a permis à plus d'une centaine d'entreprises de notre territoire de se faire connaître, des habitants, et de se rencontrer. Je remercie d'ailleurs les entreprises pour leur implication et leur témoignage positif. Cela fait du bien, je vous assure. Ce succès nous a incités à pérenniser tous les 2 ans cette Foire Expo, et la prochaine, vous pouvez noter la date, aura lieu le 3 octobre 2020. Nous veillons également à devenir un relais essentiel auprès des entreprises pour toutes leurs questions. C'est le rôle de notre chargé de mission au développement économique qui est à leur disposition. Enfin, s'agissant des différentes zones d'activité, nous avons eu la satisfaction d'accueillir de nouvelles entreprises, notamment sur celle de Pont-Archet. La promotion du tourisme fait également partie des compétences obligatoires de l'intercommunalité. Elle constitue un élément de l'économie, un élément clé de l'économie de notre territoire. En 2019, le tronçon Retz-en-Valois de la route européenne d'Artagnan a été inauguré au cours d'une journée dédiée aux célèbres mousquetaires et au monde équestre. Je remercie la mobilisation des écoles, des associations du comité régional du tourisme équestre et de l'association européenne de la route d'Artagnan. Ce tronçon de 68 km permet de traverser 16 de nos communes et s'inscrit dans le tracé général qui va de Lupiac, dans le Gers, à Maastricht, aux Pays-Bas. L'équipe de l'Office de tourisme intercommunal s'est attachée à proposer, tout au long de l'année, de nouvelles actions visant à dynamiser davantage notre territoire en partenariat avec les professionnels et propriétaires concernés. L'ouverture d'un bureau d'information touristique au sein même du camping de Berny-Rivière, 2e hébergeur de l'Aisne derrière le Center Park de l'Ailette, est une grande avancée. Elle a permis d'orienter plus de 3000 touristes, essentiellement des anglo-saxons, vers nos sites touristiques. La dynamique touristique, économique et d'aménagement du territoire de la CCRV prend aujourd'hui tout son sens grâce au travail mené au sein du pôle d'équilibre territorial et rural, le PETR du Soissonnais du Valois,
Pour mémoire, celui-ci est constitué de 3 autres intercommunalités, Grand Soissons Agglomération, la communauté de communes du Val de l'Aisne et celle du canton d'Ouchy-le-Château. L'identité touristique, la Pose, fait ainsi l'objet de nombreuses actions menées en commun. Le futur lancement d'un schéma de cohérence territoriale à l'échelle du PETR permettra également de dessiner les grands choix de développement économique de notre territoire pour les 15 à 20 prochaines années. En matière d'environnement, autre compétence obligatoire, les sujets d'action et de préoccupation ne manquent pas. Premier point, les déchets et leur indispensable valorisation ou réutilisation dans le cadre de l'économie circulaire. La CCRV mène actuellement une étude d'optimisation ayant plusieurs objectifs: uniformiser les modes de collecte sur l'ensemble du territoire, réfléchir à une meilleure valorisation des déchets, lutter contre les déchets sauvages. La communauté de communes poursuit notamment, aux côtés de la région, son engagement chaque année dans le cadre de l'opération Hauts-de-France propre, aux côtés également de l'ONF, de la Fédération régionale des chasseurs et de toutes les associations mobilisées. Second point, la protection de la biodiversité, prise en compte dans le cadre du PLUI et dans le cadre également de l'animation des 3 zones Natura 2000 que compte la CCRV, en partenariat également avec l'ONF. Parmi les enjeux d'aujourd'hui et de demain s'ajoute la protection de la ressource en eau. L'objectif est de veiller au bon état écologique de nos rivières et rues, ainsi que de préserver la nappe phréatique contre les pollutions. Nous y travaillons de concert avec l'ensemble des syndicats compétents dans la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la communauté de communes s'est vue transférer la gestion de l'eau potable. Au cours du 2e semestre 2019, elle a donc organisé la phase de transition avec ses communes et avec les syndicats des eaux. Dernière compétence obligatoire, l'assainissement, et pas des moindres. En matière d'assainissement collectif, le schéma directeur lancé en 2018 s'est achevé. Il a permis aux élus de prioriser les actions à mener. Au vu de l'état des réseaux, certaines d'entre elles seront à lancer dans des délais assez courts. Elles représenteront plus de 8 millions d'euros de travaux sur un total estimé à plus de 20 millions sur l'ensemble du programme pluriannuel à l'horizon de 2040. Pour mener à bien ces travaux, la communauté de communes a dû acter une trajectoire d'augmentation du prix de l'assainissement sur les 10 prochaines années. Par ailleurs, dans ses prévisions budgétaires, la communauté de communes a inclus une enveloppe annuelle de 400 000 euros qui permettra de coordonner les travaux, de mener les travaux d'assainissement en parallèle des travaux projetés par les communes en matière de voirie. Ce fut le cas en 2019, puisque la CCRV a fait preuve de réactivité et a lancé des travaux d'assainissement à Villers-Cotterêts. Nous disposions d'un échéancier extrêmement serré, puisque nous souhaitions terminer ces travaux avant Noël, avant la trêve des confiseurs, pour permettre à la municipalité d'enchaîner la réfection du centre-ville. Grâce à l'implication et au dynamisme des services techniques et des prestataires de la communauté de communes, nous avons même gagné 2 semaines par rapport à cette échéance. Ces travaux ont suscité l'inquiétude des commerçants, craignant une baisse significative de leur chiffre d'affaires. Face à cette situation, la communauté de communes et la ville de Villers-Cotterêts ont décidé de solliciter l'aide de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne afin de mettre en place une commission d'indemnisation. Celle-ci sera chargée d'étudier les demandes, d'en évaluer le préjudice et de fixer le montant d'indemnisation. La première se réunira début février. En parallèle, l'assainissement non collectif poursuit son programme de réhabilitation des installations non conformes. Et comme nous l'évoquions l'année dernière, malheureusement, le programme de l'Agence de l'eau est nettement moins favorable à ces opérations que par le passé. De nombreuses autres actions de la communauté de communes relèvent de ces compétences dites désormais supplémentaires. Nouveau terme administratif. Tout d'abord, l'habitat. La phase de diagnostic du programme local de l'habitat intercommunal a été menée en coordination avec les bailleurs sociaux. Elle débouchera en 2020 sur la définition de toute une série de mesures. La première d'entre elles sera de mobiliser de nouveaux moyens pour diminuer les passoires thermiques et donc de faciliter la rénovation énergétique des maisons ou immeubles concernés. Des décisions en ce sens ont déjà été prises par vos élus. Elles visent à abonder les dispositifs existants de la région et du département, Hauts-de-France Passe Rénovation, et le programme d'intérêt général départemental au profit des propriétaires, bailleurs ou occupants. En matière de voirie, l'entretien des voies d'intérêt communautaire a été assuré et le programme de travaux
d'investissement sera poursuivi avec le soutien du conseil départemental. L'exercice de la compétence sociale a quant à elle porté en 2019 sur plusieurs dossiers qui se poursuivront au cours de cette année. La collectivité est d'abord extrêmement fière du travail mené par ces 2 chantiers d'insertion qu'elle gère désormais en régie. Le premier est spécialisé dans la rénovation du petit patrimoine bâti, le second est consacré à l'aménagement des sentiers de randonnée. Il présente le double avantage de proposer des réalisations concrètes à nos communes et d'aider à la réinsertion des personnes en difficulté. Par ailleurs, nous avons travaillé ces derniers mois en partenariat avec l'Agence régionale de santé et les professionnels du secteur. Les conclusions des études menées nous ont permis de décider quelle implication nous souhaitions donner dans les problématiques des déserts médicaux à court, moyen et long terme. Ainsi, vos élus ont approuvé l'achat par la collectivité d'un cabinet. Avec notre soutien et grâce au travail mené par l'équipe médicale en place, il a obtenu la labellisation Maison de santé pluriprofessionnelle. L'objectif, par la suite, sera de procéder à une extension des locaux pour y attirer des médecins, des professions paramédicales, ainsi que des stagiaires. Nous espérons ainsi endiguer le manque de professionnels de santé qui devient plus qu'inquiétant. La CCRV restera bien entendu à l'écoute de projets qui émergeraient sur les autres parties de son territoire. Retz-en-Valois exerce également 2 autres compétences supplémentaires. La liste se réduit, rassurez-vous. 2 autres compétences supplémentaires structurantes pour le territoire. Tout d'abord, le déploiement de la fibre optique, dont le calendrier a pu être avancé grâce à une participation financière de la communauté de communes. Ce ne sont pas moins de 6,5 millions d'euros qui seront investis pour soulager le budget des communes qui n'auront rien à payer. En ce début d'année, la fibre est désormais commercialisable dans 27 communes. 6 le seront bientôt, dont 4 dès le mois prochain. Et 21 font encore l'objet de travaux. Rappelons que d'ici la fin de l'année, l'ensemble du territoire disposera donc du très haut débit. Cela constituera un atout considérable en termes de développement économique et touristique. L'autre compétence supplémentaire est l'organisation d'un transport collectif sur l'ensemble du territoire. Après de nombreux mois de concertation et d'échanges avec nos 54 communes, un projet de réseau a été défini en 2019. Il tient compte d'un ensemble de constats partagés qui peuvent être synthétisés en 4 axes fondamentaux. L'obligation d'assurer le transport des élèves dans les meilleures conditions possibles, grâce à l'engagement de la région Hauts-de-France, l'intérêt d'examiner l'organisation des dessertes des différents villages pour répondre aux besoins des bassins de vie, l'intérêt de répondre aux besoins de déplacement du secteur de la Ferté-Milon, tant au niveau de ses relations avec Villers-Cotterêts qu'avec les communes alentours, l'intérêt enfin de pérenniser l'offre de transport existante en étendant le service à la demande à d'autres communes, en partenariat avec le CITUS. Une nouvelle concession démarrera donc le 1er septembre 2020. Elle répondra aux besoins de déplacement du monde rural et contribuera à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Ces nouvelles mobilités passent également par le développement à moyen terme de pistes cyclables à travers l'étude en cours au sein du PETR. Un projet de voie verte est également en cours de l'Ourcq à Pierrefonds, en réflexion en lien avec celui de la rénovation du château de Villers-Cotterêts. Mais au-delà de ces compétences, votre communauté de communes doit continuer à se battre aux côtés des maires, des élus départementaux, régionaux et nationaux pour que nous disposions enfin de moyens de transport ferroviaire et routier dignes de ce nom. Elle doit également continuer à se mobiliser pour soutenir les 2 projets de regroupement pédagogique intercommunaux, l'un à Morsin, l'autre à Danleu, qui vont bientôt être lancés. En 2020, les occasions ne manqueront pas de mettre en avant notre patrimoine, avec la célébration des 150 ans de notre cher Alexandre Dumas, mais aussi avec le véritable enjeu de demain, à la fois pour notre communauté de communes, notre département, notre région, qui est ce formidable projet présidentiel. Au terme d'une campagne de restauration très importante et inespérée, il faut le dire, le château de Villers-Cotterêts deviendra en mars 2022 la cité internationale de la langue française, lieu de création et d'innovation. Tout en gardant un fort ancrage sur le territoire, cette cité a vocation, comme son nom l'évoque, à rayonner à l'échelle internationale. Elle s'appuiera sur des réseaux de partenaires issus des champs culturels, artistiques et éducatifs. Toute une série de groupes de travail associant élus et experts ont été mis en place.
Il prépare au mieux l'environnement dans lequel évoluera la cité, afin de lui donner toutes les chances de réussite et de rayonnement. Ceux consacrés au transport collectif et au cheminement de mode doux ont été confiés à la communauté de communes. Elle participe également aux autres groupes de travail menés avec les autres collectivités, liés aux thématiques que sont le stationnement, la signalétique et le ferroviaire. Vous l'avez compris, en tout cas je l'espère, la communauté de communes, mesurant toute la chance qu'elle a d'avoir ce projet sur son territoire, s'y associe pleinement et saura y prendre toute sa part, dans la limite de ses moyens, mais toujours avec la même énergie et volonté. Pour qu'avec lui, notre héritage historique qui est le Valois, oublié, occulté si longtemps, redevienne un lieu de destination pour les touristes et de fierté pour ses habitants, de Crépy en Valois à Soissons. Vous le voyez, les sujets ne manquent pas. Aussi, je veux remercier l'ensemble des agents de la communauté de communes et notre directrice générale Catherine Duchesne. Ils n'ont pas ménagé leur peine au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, illustrant leur engagement et leur sens du service public. Je souhaite également remercier pour leur investissement, leur assiduité aux réunions, parfois tardives, paraît-il, pour la franchise de leurs échanges, les 15 vice-présidents, les membres du bureau et avec eux l'ensemble des conseillers communautaires. Je salue leur sens de l'intérêt général qui, seul, doit éclairer et guider nos décisions. Je veux également avoir une pensée particulière pour Jean-Michel Desmet, conseiller communautaire de la commune de Vic-sur-Aisne, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Ayant une pensée pour sa mémoire et pour sa famille. Je ne serai pas complet si j'omettais de remercier tous les partenaires de la communauté de communes, indispensables à la réussite de son action. L'État, représenté par notre nouveau préfet, Ziad Khoury, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre beau département, sans oublier les différentes directions de l'État qui nous épaulent quotidiennement, et notre sous-préfet, Alain Faudon, qui ne compte pas son temps pour soutenir nos dossiers. Nos parlementaires, toujours aussi actifs tant à l'Assemblée et au Sénat qu'en circonscription, le Conseil régional Hauts-de-France, le Conseil départemental de l'Aisne, le Centre des monuments nationaux et toute son équipe, au travers notamment de sa directrice adjointe, Valérie Sangor, et de son administrateur du Château Royal de Villers-Cotterêts, des châteaux de Pierrefonds et de Coucy, Xavier Bailly. L'ONF, avec qui nous avons mené et poursuivons de très nombreux projets, et principalement Bertrand Wiemers et Jérôme Jaminon, à qui je souhaite un plein succès dans ses prochaines fonctions à Compiègne. Et sans oublier les associations et leurs bénévoles qui travaillent avec nous au succès de nombreuses actions et qui sont toujours prêts à s'investir à nos côtés. En cette fin de mandat, qui a été particulièrement intense, permettez-moi de vous dire quelques mots plus personnels. Vous dire combien j'ai été fier et heureux de présider la communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-Retz et aujourd'hui la communauté de communes Retz-en-Valois, tant je suis convaincu depuis longtemps de la nécessité d'unir les forces des communes de notre territoire pour construire ensemble notre avenir. De le construire dans cette communauté qui, comme son nom l'indique, nous rassemble et au sein de laquelle chacune de nos 54 communes, quelle que soit sa taille, son poids, doit être écoutée de la même façon et traitée avec la même équité. Car sans elle, notre communauté serait une coquille vide, sans âme. Aujourd'hui, je le crois sincèrement et profondément, notre communauté de communes Retz-en-Valois forme un territoire cohérent au potentiel énorme. En tirer le meilleur dépend de chacun et de chacune d'entre nous. Et maintenant, avec l'ensemble de vos conseillers communautaires, titulaires et suppléants, je vous souhaite une très belle et heureuse année, pleine de joie, de santé, de sérénité et de réussite pour vous-même, pour vos familles et pour vos projets personnels. Souhaitons pour notre territoire, pour notre pays, que cette année électorale ne nous éloigne pas du seul objectif qui, à mes yeux, doit motiver nos actions, celui de consacrer toute notre énergie au service de notre développement, de nos concitoyens et des générations futures pour leur laisser, avec fierté, un territoire que nous aurons fructifié. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le député, cher Jacques, monsieur le sénateur, cher Antoine, monsieur le conseiller régional, cher Dominique,
les conseillers départementaux locaux qui sont tous les deux présents, cher Alexandre, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, les présidents d'associations, mesdames, messieurs, j'espère que j'aurai oublié personne. Et je salue le président de la Chambre d'agriculture qui est devant moi et qui a fait le déplacement. Alors, déjà, je vais me présenter parce qu'on ne se connaît pas forcément. Je suis maire de Crécy-sur-Serre, un peu plus au nord du département. Et donc, je représente Nicolas Fricoteau, qui s'excuse, mais qui a été retenu à une autre cérémonie ce soir. Permets-moi déjà de rebondir sur un sujet que tu as abordé, c'est celui de la désertification médicale, qui est l'un, si ce n'est le sujet de demain. Je ne vais pas vous sortir la pyramide des âges, le nombre de médecins par habitant. Toujours est-il que la situation est compliquée, que si on regarde la pyramide des âges, elle doit l'être encore plus dans les années qui arrivent. Et la réalité des choses, c'est la difficulté à trouver un médecin traitant, c'est le délai pour obtenir un rendez-vous. Et donc le conseil départemental s'est attelé à ce sujet et a voté il y a maintenant quelques semaines un plan ambitieux. Déjà, on a fait un truc original, on a travaillé avec les médecins. Parce que souvent, vous avez des collectivités qui réfléchissent à un truc, les élus, ils ne concertent pas avec les médecins, et quand le truc sort, plus personne ne se comprend et ça ne fonctionne pas. Donc on a fait un truc original, on a travaillé avec eux. Je ne vais pas vous détailler tout le plan, mais deux choses qui me paraissent importantes. Un, le court terme, deux, le long terme. La volonté, enfin les aspirations des jeunes générations, des étudiants en médecine, de ceux qui sortent, qui démarrent, ont considérablement changé. Alors c'est l'exercice concerté dans des maisons médicales, c'est un temps de travail beaucoup plus organisé et qui fait d'ailleurs que quand vous avez un médecin de campagne qui part en retraite, pour le remplacer, il n'en faut pas un, il en faut 1,5 et des fois 2, je veux dire pour absorber le nombre de patients qu'avait ce médecin de campagne. Et puis il y a également la volonté d'avoir de moins en moins de paperasse, de ne pas être emmerdé au quotidien avec la Sécu et de se concentrer sur les actes médicaux, uniquement sur les actes médicaux. Tant et si bien que le défi qui est posé demain aux collectivités, c'est est-ce que oui ou non sommes-nous prêts, de manière temporaire, à embaucher des médecins, à salarier des médecins. Et donc le conseil départemental se lance dans cette action. Et l'idée, c'est que ces médecins qui seront embauchés soient mis à disposition des territoires les plus en souffrance. Alors évidemment, il faut qu'on arrive à les embaucher, et deux, il n'y aura pas le nombre pour en avoir dans chaque commune. Voilà, je ne veux pas faire rêver tout le monde. Mais en tout cas, ça répond à une aspiration, on va en embaucher et on les mettra temporairement sur les secteurs les plus en difficulté. Et deuxièmement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le truc le plus important à long terme, c'est les stages. Le stage, le lieu de stage décide, pas toujours, mais souvent, du lieu d'installation du praticien. Dans ses études, à l'internat, il a 6 mois chez un médecin généraliste. Évidemment, vous avez le temps de vous familiariser avec les patients, avec le territoire, vous faites des amis, tout ça. Bon. Et donc, ça joue beaucoup. Et dans ce département, on a un taux de stage beaucoup plus faible que partout en France. Alors, il y avait des difficultés avec la fac de Reims, les parlementaires ont bougé aussi. Le truc, c'est maintenant réglé. Toujours est-il qu'on ne va pas chercher à inventer la poudre. On a bien compris que ça allait être compliqué de faire venir celui qui est né à Lille, à Paris ou à Reims. Mais déjà, l'étudiant actionné, qui part faire des études de médecine, celui-là, il faut qu'on le suive, il faut qu'on l'incite, et il faut de l'autre côté aussi qu'on incite le maître de stage. Des deux côtés. Et à long terme, c'est ça qui apportera des résultats sur la médecine. Un deuxième sujet, sur le social. Alors, vous savez que la dépense sociale, c'est 80% du budget du conseil départemental. C'est un truc qui pèse lourd. Il y a 18 000 foyers qui sont bénéficiaires du RSA. 18 000 foyers. Donc vous comptez que par foyer, il y a entre 2 et 3 habitants. Bon, je vous laisse faire le calcul. Et ne nous racontons pas d'histoire, il y a tout un pan de ces personnes qu'on aura beaucoup de mal à réinsérer. Probablement qu'il ne faudra que de l'accompagnement social. Par contre, il y a tout un pan de cette population qu'on peut ramener dans l'emploi. Et donc, on a mis en place, et ça va démarrer dans quelques mois, ce qu'on appelle le RSA 35 heures. Bon, au-delà du propos de communication ou machin, l'idée c'est quoi ? C'est de dire, si tu es en capacité de travailler, d'aller rechercher un emploi, nous on va te demander de suivre des formations, de donner du bénévolat pour des associations, de s'engager dans des actions citoyennes, et pas pour te montrer du non. Tu es en capacité on va te demander de le faire, et on souhaite te remettre dans le chemin de l'emploi. Le troisième sujet, j'en parle rarement dans les vœux, mais là, comme il y a des élus, des chefs d'entreprise, un mot sur le foncier. Alors, vous avez reçu un courrier de Nicolas Fricoteau il y a maintenant quelques semaines
c'est un sujet complexe, je vais faire très court. On a le niveau de taxe foncière, le deuxième plus haut en France. Bon. Vous avez suivi que la taxe d'habitation allait s'arrêter, et que donc, vous allez être compensé par la taxe foncière dans les communes. On va reprendre la part taxe foncière département. Donc les uns et les autres, on sera compensés. Quand on avait 100, on continuera à avoir 100. Si vous touchez plus, ça repart par ailleurs. Si vous touchez moins, vous récupérez la différence. Bon. Et donc, l'idée, c'est que nous arrivions, le conseil départemental, à faire baisser le niveau de foncier avant de transférer le taux de foncier aux communes. Et donc l'idée, c'est que l'État, je ne vais pas rentrer dans la technique, compense les choses, tant et si bien qu'on puisse baisser de quelques points ce taux de taxe foncière. Parce que le jour où l'équation va être écrite, que le taux sera transféré aux communes, il en sera terminé et on sera plombé économiquement pour toujours. Et les ménages également. Donc ça, c'est un sujet, alors, les parlementaires, je sais qu'ils sont dessus, il faut vraiment qu'on arrive à aboutir. Et pour en terminer, un mot sur les routes. Est-ce que dans le département de l'Aisne, nous allons repasser à 90 sur les routes départementales? Alors, vous savez qu'on en parle depuis longtemps, et maintenant, depuis quelques jours, on sait. On sait comment on peut faire. Il y a un décret qui est paru. Bon. Mais qui fait référence à quelques préconisations qu'on vous incite plutôt à respecter. Alors, je vous liste les préconisations. 1. Il faut des portions de voirie de 10 km sans aucune intersection. Si vous connaissez, vous me dites. Bon. Deuxièmement, il faut que ce soit interdit aux engins agricoles. Notre donnée. Troisièmement, il faut des bandes sonores de chaque côté de la route. Et ensuite, il faut des aménagements d'1,50 m de large de chaque côté pour des questions de sécurité. Bon. Donc on va regarder, vraiment, je vous assure, on va regarder là où on peut le faire. On essaiera de le faire. D'ailleurs, quand j'entends et je lis qu'il y a des départements là, qui sautent sur le truc en disant au-delà des annonces politiques, on va attendre quelques semaines et on verra la réalité des choses. Mais bon, comme dirait l'autre, depuis qu'on est limité à 80, on respecte le 90. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, je vous remercie de votre attention et je vous présente mes meilleurs. Je l'ai dit, je tiendrai mon engagement. Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le premier vice-président du conseil départemental, madame, monsieur les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs les membres de l'exécutif de la communauté de communes, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les agents de la collectivité, des collectivités ici présents, mesdames, messieurs, en vos divers grades et qualités, que je salue également effectivement Robert Boitel, président de la Chambre d'agriculture, qui est là ce soir, monsieur l'administrateur du château François Ier. Je me permettrai comme conseiller régional de saluer également la présence des proviseurs du lycée Château-Potel et du lycée européen de Villers-Cotterêts, tous deux présents ce soir. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord effectivement me féliciter, ça a été évoqué par le président de Montesquieu tout à l'heure, me féliciter du partenariat qui est celui entre le conseil régional, qui a été celui entre le conseil régional des Hauts-de-France, que je représente ici, et la collectivité depuis 4 ans maintenant que j'ai la chance et l'honneur de siéger au conseil régional. Et cette année 2019 aura été également une année où le conseil régional a poursuivi son engagement sur ce territoire. Alors certains ont été cités tout à l'heure. Je voudrais simplement rappeler que dans le cadre de l'appel à projet pour la rénovation des centres-bourgs lancé au niveau de la région, 2 communes de la communauté de communes ont été retenues, à savoir Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon, qui vont pouvoir aujourd'hui bénéficier d'appuis régionaux dans leur programme de rénovation de leurs communes respectives. Je voudrais également rappeler que cette année, nous avons pu inaugurer le centre nautique à Villers-Cotterêts, et qu'il a été largement soutenu par la région. Alors je rends à César ce qui appartient à César. C'est un dossier qui avait été initié sous la Picardie, mais qui finalement qui a bien failli d'ailleurs ne pas être confirmé par la région des Hauts-de-France, et je dois dire sans fausse modestie que j'ai un petit peu contribué à ce qu'effectivement il aboutisse, et j'en suis fort ravi. Je voudrais également rappeler le soutien du conseil régional. Je viens de citer les 2 proviseurs
aux lycées de votre territoire, qui sont deux lycées d'excellence et deux lycées que je suis en particulier. Alors, je ne suis pas hyper assidu, je dois le reconnaître, au conseil d'administration des deux lycées en question, je le dis devant les proviseurs ici présents, mais néanmoins, au-delà des grands-messes que sont les conseils d'administration, je suis à l'écoute permanente et quotidienne des équipes de ces lycées pour pouvoir à chaque fois répondre aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Je voudrais bien évidemment également me dire un mot. Alors il y a aussi le soutien que la région a confirmé et qui reste maintenant à devenir réalité aux deux groupements scolaires dont a parlé tout à l'heure le président Montesquieu, dans le cadre de la politique régionale d'aménagement du territoire. Ces deux projets que, en tout cas, je soutiens, et j'ai rencontré les maires concernés il n'y a pas très longtemps, en tout cas pour l'un des deux projets. Et bien évidemment, c'est un dossier que je suivrai de très près dans le cadre de la programmation 2020 de la PRADET, donc cette politique régionale d'aménagement du territoire. Et puis bien évidemment, le conseil régional, ça a été aussi cité tout à l'heure, est aujourd'hui totalement investi, totalement investi dans le projet du château, autour du château, de la Cité internationale de la langue française. Nous participons à l'ensemble des comités de pilotage, comités scientifiques et autres groupes de travail thématiques qui ont été cités tout à l'heure. Et il y a bien une volonté du Conseil régional de participer à ce projet pour que ce soit un projet non pas seulement de ce territoire, mais bien un projet du sud de l'Aisne, du sud des Hauts-de-France, parce que c'est aussi une formidable porte d'entrée pour notre région. Et pour nous, dans le cadre de nos compétences, c'est d'abord un projet économique et touristique. Et bien évidemment, sur ces deux points, nous sommes totalement mobilisés autour de ce projet et le président de région a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs occasions, que ce soit auprès du CMN, que ce soit auprès du ministre de la Culture, et donc nous sommes totalement engagés dans ce dossier. Il y a eu aussi sur ce territoire plusieurs participations de la région à des rénovations de patrimoine rural, en particulier d'églises, et donc je voudrais également le saluer. Enfin, si on parle du conseil régional et du territoire de la communauté de communes de Retz-en-Valois, ce que je voudrais, c'est juste citer deux chiffres qui sont ceux des investissements du conseil régional depuis 4 ans maintenant sur ce territoire. Si l'on considère les aides individuelles, que sont les aides aux particuliers, l'aide au transport, l'aide à la garde d'enfants, l'aide aux étudiants, l'aide à la conversion bioéthanol des véhicules roulant à essence, etc., les fonds d'urgence, c'est un peu plus de 500 000 € qui ont été dévolus sur le territoire, et je n'intègre pas là-dedans les aides aux agriculteurs, les aides aux artisans, les aides par exemple. Enfin, si on prend les subventions engagées par la région en ce qui concerne l'aménagement du territoire, la transition écologique, l'économie, l'emploi, les lycées dont je parlais tout à l'heure, les associations, c'est un peu plus de 4,5 millions d'euros qui ont été dévolus par le Conseil régional des Hauts-de-France sur le territoire de votre communauté de communes. Donc je pense que l'on peut dire, sans se tromper, que la région a bien la vocation et continue et prouve et démontre qu'elle veut d'abord être une collectivité de proximité. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020, de bonheur, de santé et surtout, j'allais dire, en cette période d'élections à venir, de sérénité. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, Monsieur le conseiller régional, je salue les conseillers départementaux, l'ensemble des membres de la communauté de communes, les vice-présidents et les délégués, et puis les nombreux maires présents dans la salle, sans oublier le sénateur suppléant qui, je le dis chaque année ici, est le seul à ne pas nous souhaiter une bonne santé, je ne sais pas pourquoi. Et ça ne marche pas, il se désespère. Bien, mesdames, messieurs, pour pas être plus long dans les salutations, moi j'ai toujours un grand plaisir, cher Alexandre, à répondre à cette invitation, qui est une invitation conviviale, bien sûr, dans le cadre de ce marathon des cérémonies de vœux, mais on vient très volontiers, notamment parce qu'il y a la convivialité, je le disais, mais il y a aussi l'ensemble des réalisations, et je voudrais vraiment te féliciter à travers toi, bien sûr, l'ensemble de l'équipe, bien sûr des élus, mais de tous les agents qui contribuent à avoir ici sur ce territoire une véritable dynamique. Tu as rappelé l'historique de cette communauté de communes qui, du fait de la loi NOTRe, a dû grossir.
mais vous avez su faire de ce qui était un peu peut-être une contrainte, une véritable chance ici dans cette terre du Valois, et vous avez vraiment porté un grand nombre de projets. Je suis assez impressionné par à la fois cette dynamique, encore une fois, sur le territoire, mais l'étendue des champs de compétences et surtout les actions qui sont menées. Nous venons régulièrement ici, inaugurer, constater les réalisations, et je crois que c'est de ça aussi que nos concitoyens sont en attente, et une attente forte après justement ces efforts que nous faisons au niveau de l'intercommunalité. Donc voilà, je voudrais vraiment vous féliciter. C'est vrai que le mandat s'achève, donc on parle beaucoup du droit de réserve, bon, mais en fait, moi je m'autorise à vous féliciter, non pas à distribuer les bons points et les mauvais points, mais je pense que collectivement vous pouvez être fiers. Et puis derrière ça, bien sûr, je veux rendre aussi hommage aux maires qui sont ces fantassins de notre République. Certains ont décidé d'arrêter, d'autres connaîtront le sort qui sera dévolu par les urnes en mars prochain. Mais je crois qu'il est important, dans cette période où on doute beaucoup de nos responsables, de réaffirmer aussi une forme de soutien envers toutes les équipes municipales, quelle que soit la taille de la commune. Nous avons besoin, pour notre démocratie, pour notre République, pour que notre devise républicaine puisse pleinement s'exercer, d'avoir justement ces fantassins et ces volontaires qui, avec beaucoup d'abnégation, mènent cette mission au service de leurs concitoyens. C'est le deuxième message que je voulais vous délivrer. Et puis, comme j'essaye d'être assez bref, alors je n'ai pas cité mon proverbe kanak parce que j'ai le sentiment d'avoir été un peu plus long, comme je sais que Jacques Krabal a prévu d'être très long, donc je vais lui redonner, lui céder quelques minutes de mon temps de parole. Mais très sincèrement, je voudrais à tous et tous, et en particulier, plus particulièrement aux élus de ce territoire et à toutes celles et ceux qui les accompagnent ici, agents de ces collectivités, vous souhaiter une très belle année 2020, qu'elle vous garde en pleine forme. On a de l'optimisme ici, et si en plus vous avez une bonne santé, ce sera parfait pour mener à bien l'émission. Très bonne année à vous. Donc au moment où je prends le micro, vous allez bien sûr me huer, vous dites que ça va durer encore longtemps, alors que là c'est le 5e discours. C'est tout à fait dans la moyenne des cérémonies de vœux. Hein. J'annonçais hier à Val-de-Laine, où il y a eu 6 discours, que pour moi le record au cours de cette cérémonie, c'était dimanche dernier. Tu y étais, Antoine, c'était 10 discours à Tréloux-sur-Marne. 10. Donc vous avez beaucoup de chance. Mais je vais m'efforcer de ne pas abuser de mon temps. La différence, et je le dis à Alexandre, c'est que à Tréloux, les élus, comme les invités, étaient bien installés. Ils avaient des chaises, et comme moi, j'ai un petit peu, ça commence à peser. Alors j'imagine pour chacun d'entre vous, donc ces discours, je le dis en plaisantant, mais c'est quand même vivifiant de la démocratie. Il y a certains maires qui ne veulent pas entendre ces discours tout seuls, tout ça. C'est une conception. Moi, je pense que c'est un moment de partage, un moment d'échange, avec, bien évidemment, entendre les élus des collectivités territoriales. Et puis, surtout, c'est votre cérémonie de vœux à vous. Vous êtes venus, très nombreux, cher Alexandre, parce que vous voulez démontrer, de par votre présence, que tout ce qui touche à la communauté de communes de Retz-en-Valois, eh bien c'est votre affaire. Et je pense que c'est un beau compliment vis-à-vis des élus, et c'était le cas hier à Vély-sur-Aisne. Jamais dans les cérémonies de vœux passées, je n'avais vu autant de monde. Donc moi je vous remercie de votre mobilisation aux côtés des élus. Parce que ces cérémonies de vœux, c'est bien sûr l'occasion de faire les bilans. Mais c'est aussi l'occasion d'échanger comme ça a été le cas. Et comme ça vient d'être fait par Antoine, je ne vais pas m'immiscer dans les campagnes électorales non plus, ce n'est pas le lieu. Pour autant, je pense que la critique est très facile, partout, tout le temps. Et bien évidemment, davantage les élus nationaux que les élus locaux font l'objet de toutes les critiques, on veut leur couper la tête, etc. Je pense que le bruit qu'on entend à l'extérieur, qui est un brouhaha énorme, on a du mal à bien s'y retrouver, ou alors quand on est devant la télé, BFM et tout ça, n'a rien, mais rien à voir avec la sérénité qui prévaut dans les cérémonies de vœux.
Il y a des difficultés, il ne s'agit pas de les occulter. Mais on montre bien qu'on est dans l'action et au service des habitants. Tu as dit au service de l'intérêt général. Donc moi, je félicite et je salue l'engagement des élus municipaux et des élus communautaires. Je pense que vous n'avez pas à rougir. Tu as dit, mais bien sûr que non. Vous avez été actifs et les résultats sont là. Et bien évidemment, en cette année avant les élections, tu as fait un inventaire qui n'est pas à l'après-vert, mais factuel. Tu n'as pas porté de jugement en disant on est les plus beaux, on est les meilleurs, parce que ce n'est pas du tout l'état d'esprit. C'est faire preuve d'humilité en ayant cette capacité à mieux mettre en œuvre les moyens que vous avez pour être à l'écoute des besoins de vos habitants à travers les compétences. Moi je dis, Alexandre, bravo, bravo et merci, et à toute l'équipe. Et donc, puisqu'on a parlé des élections municipales, c'est un enjeu démocratique, et je pense qu'on ne peut pas critiquer ces échéances. Je sais qu'il y a tendance à remettre en cause la démocratie, mais c'est le meilleur des systèmes à défaut de tous les autres. Et pour les élections municipales, c'est une élection vraiment qui n'est pas une élection partisane. Qui d'abord, s'il y a plusieurs listes, c'est tant mieux. C'est tant mieux. À partir du moment où les candidats qui vont se proposer à votre suffrage sont des candidats qui aiment les gens. Alors je dis et je répète, l'acronyme de maire, c'est aimer. Aimer les gens. Pas aimer son parti, pas aimer soi-même, mais aimer sa commune. Et donc je souhaite que les meilleurs gagnent avec cet état d'esprit, je ne doute pas qu'il en sera ainsi. Donc au-delà de cet aspect, vous présentez tout de suite tous mes vœux dans la diversité qui est la vôtre, qui montre que, eh bien, si on est différent, quelles que soient nos différences politiques, religieuses, jeunes, moins jeunes, retraités, agriculteurs, et je salue aussi le président de la Chambre d'agriculture qui est là, et c'est bien, vous tous, dans votre diversité, on est ensemble. Alors moi, je voudrais qu'on soit plus souvent ensemble pour porter le développement de nos territoires et pour porter le développement de notre pays. Donc bonne année à chacune d'entre vous pour les causes qui sont les vôtres. Et je veux dire, ça va être 2020, va être vraiment une bonne année pour la communauté de communes, pour Villers-Cotterêts. Je vais développer 2 points, tellement de choses ont été dites, bien évidemment. Comment pourrais-je ne pas parler du château François Ier? Je salue Xavier Bailly, administrateur de Pierrefonds, Villers-Cotterêts, Coucy. Mais c'est un petit raccourci, monsieur l'administrateur. Je voudrais que ça aille beaucoup plus loin. Et le maire de Lompont, qui est derrière moi, il est là, il me dit, et Lompont, n'oubliez pas. Et madame le maire, vice-présidente de la Ferté-Milon, me dit, n'oubliez pas la Ferté-Milon. Donc, je pense que le territoire, dans le cadre du projet qui doit être mis en place, parce que chacun a pu le dire, c'est un projet qui va rayonner bien au-delà. Et moi, je suis très heureux de cette synergie. Et quand je me suis arrêté à la Ferté-Milon, je pense également aux écrivains, etc., pour lesquels je dirais 2 mots sur Alexandre Dumas. Ce projet, il y a quelque temps, personne n'y croyait. On disait, c'est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, tout le monde dit, c'est grâce à moi. D'accord? Mais je le redis ici d'une manière très précise, c'est un projet présidentiel. C'est le projet du président de la République. Qu'on soit contre ce qu'on veut, tout ça, mais c'est lui qui a voulu que Villers-Cotterêts soit réhabilité. Après une visite où je l'ai emmené ici, il a déterminé. Après, la façon dont on va concevoir ce projet avec le CMN, mais d'autres, et hier matin, j'étais avec Jean d'Assonville pour que collectivement, et c'est, je salue l'association pour le château de Villers-Cotterêts, parce que ce château, s'il est à Villers-Cotterêts, il doit faire l'objet d'une appropriation collective des gens d'ici. Et c'est tout l'objet des réunions de travail. Et je salue l'engagement des élus locaux, du département. Et nous en dirons quelques mots tout à l'heure, parce que cet après-midi, on a passé l'après-midi à la préfecture de Laon, avec les établissements scolaires qui sont là, qui eux aussi sont à la manœuvre pour que ce soit une réussite totale. Donc vraiment un engagement très fort du territoire pour un projet que je veux qualifier d'exceptionnel, d'extraordinaire. Les qualificatifs les plus forts peuvent être utilisés. Jean d'Assonville qui va rendre sa copie en lien avec le CMN, vous allez voir ce qui va sortir à la fin du mois de février et qu'on aura des bonnes surprises au mois de mars. Et d'ailleurs, les travaux, tout de moins les signes des travaux devraient commencer prochainement. Mais moi, je vous parle de l'intérieur.
que ce soit en vocation à l'international, que ce soit d'un point de vue universitaire, pour l'Aisne, pour les Hauts-de-France, ce qui nous attend, c'est de donner de l'espoir. Et cet après-midi, je veux remercier Jean-Pascal Berson, premier vice-président, qui était avec nous et qui peut témoigner que la lutte contre l'illettrisme, dans un département où ça a été dit par le premier vice-président, marqué par la pauvreté et qui, à partir de là, a un frein pour son développement économique et culturel, eh bien, va pouvoir bénéficier d'un espace de recherche, d'innovation en matière de lutte contre l'illettrisme pour, d'abord, les enfants et les habitants de ce territoire où il y a 17% d'hommes et de femmes qui sont gênés pour accéder à l'emploi. Il fallait commencer par là, et donc ce château François Ier va être la première pierre pour cette action. Et je voulais dire, c'est du baratin, c'est tout ce que vous voulez. Et donc là, le Conseil régional des Hauts-de-France, cher Dominique, par la voix de son responsable, son directeur, qui est là cet après-midi, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, va signer un pacte linguistique pour faire reculer l'illettrisme dans notre département, et ça sera signé au château François Ier. Et s'il n'y avait pas eu le château François Ier, il n'y aurait pas eu cette volonté de lutter contre l'illettrisme dans l'Aisne. Nous pouvons en être fiers. Et puis, ça a été dit, c'est le tourisme, c'est tout ça, mais ce château ne doit pas oublier la route des écrivains, et particulièrement ici, l'enfant du pays, Alexandre Dumas. Et je pense que nous étions, avec le responsable du ministre de la Culture, ce 150e anniversaire de la mort d'Alexandre Dumas, qui est mort à Dieppe, dont le corps a été transplanté ici à la Cotterêts 2 ans après, doit faire l'objet de manifestations conséquentes. Et je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aimer Alexandre Dumas, que ce soit à travers son style ou sa vie. Je pense que c'est un des hommes les plus illustres que nous ayons. Il faut voir en quels termes Victor Hugo parle d'Alexandre Dumas. Et dans cette salle labourée ici, comment pourrait-on pas vouloir donner de l'éclat à ce 150e anniversaire? Et nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Culture à mettre en place des actions très fortes en lien avec le château François Ier. Et je suis convaincu que quand le président de la République viendra, alors la date n'est pas arrêtée, parce que bien évidemment il y a des élections locales, mais il va venir pour annoncer tout ça. Donc le château François Ier, Alexandre Dumas, qui ne mettent pas de côté ce qu'il doit y avoir le reste, un point de vue de développement économique, développement durable, etc. Ce sont des atouts que nous devons mettre en scène pour 2020. Et je sais qu'on peut compter sur vous, vous y avez déjà largement contribué. Alors, ma carte de vœux, c'est bien évidemment Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires que vous connaissez tous, et la devise « Tous pour un pour tous ». Et j'ai envie de vous dire « Tous pour Retz-en-Valois ». Merci à vous.